La pierre ne ment jamais. Elle absorbe la lumière du crépuscule, endure le gel des hivers et porte en elle le poids silencieux des ambitions qui l'ont façonnée. Dans la lueur mourante du jour, cette silhouette massive se présente comme une forteresse de la réussite, une déclaration de puissance éternelle gravée dans la roche. Ces innombrables fenêtres sont des yeux aveugles, sombres, à l'exception d'une seule, à l'étage, où une lumière faible et vacillante semble livrer une dernière bataille contre l'obscurité grandissante. Mais sous le vernis de cette splendeur architecturale, une autre histoire se murmure à travers les fissures de la façade érodée. Celle d'une coquille vide, le mausolée d'un rêve si grandiose qu'il a fini par consumer son propre créateur. Ce n'est pas la demeure d'une dynastie triomphante, c'est le monument d'une chute spectaculaire et silencieuse. Nous sommes au domaine de la Haute-Forêt, au cœur d'une France qui se relève à peine de la chute du Second Empire et des cicatrices de la Commune. C'est la fin du XIXe siècle, une époque d'effervescence industrielle où de nouvelles fortunes, bâties sur l'acier des chemins de fer et les fluctuations de la bourse, cherchent à s'imposer. Dans ce climat de compétition féroce, construire une telle demeure n'est pas un simple acte de vanité, mais une déclaration politique. C'est une tentative audacieuse de la part d'une nouvelle élite financière pour affirmer sa légitimité et sa permanence face à une aristocratie ancienne dont le pouvoir s'effrite. La Haute-Forêt n'est pas seulement une maison, c'est une arme dans la guerre sociale pour le prestige, une encre de pierre jetée dans l'océan tumultueux du capitalisme naissant. Au centre de cette ambition se trouve un homme, Auguste de Valmont. Il n'est pas né aristocrate, mais il a décidé d'en devenir un, à la force de son intelligence et de son appétit insatiable pour le risque. Pour lui, la richesse n'était qu'un moyen, la véritable fin était la validation, le désir ardent de graver son nom dans l'éternité et de bâtir une dynastie qui ferait pâlir la vieille noblesse. Le domaine devait être la pierre angulaire de cet héritage, un symbole tangible de sa réussite. Pourtant, sa plus grande force était aussi sa faiblesse fatale. Il voulait construire un empire sur des fondations de pierre, mais sa fortune reposait sur les sables mouvants de la spéculation. Ce film explorera le coup caché de ce rêve, révélant comment les fondations de cette fortune se sont effondrées, ne laissant derrière lui qu'un palais pour témoigner de son orgueil et de sa défaite. Entrer ici, c'est pénétrer dans un autre temps. L'air est frais, presque glacial, chargé d'une odeur de bois ancien, de poussière froide et de tissus oubliés depuis des décennies. La température chute de plusieurs degrés, comme si la pierre massive conservait encore le froid des hivers passés, refusant de laisser entrer la chaleur du présent. Le silence est si profond qu'il en devient assourdissant, rompu seulement par le craquement d'un parquet sous un poids invisible ou le murmure lointain du vent s'engouffrant dans une cheminée. Des rayons de lumières obliques, filtrés par de hautes fenêtres sales, traversent le grand hall, illuminant des particules de poussière en suspension qui dansent lentement, tels des spectres pris au piège dans l'ombre du temps. Chaque écho semble voyager depuis une autre époque, portant les fantômes de conversations jamais terminées et de promesses non tenues. L'architecture elle-même raconte une histoire de pouvoir et d'intimidation. Le grand escalier s'élève dans la pénombre, vertigineux, conçu pour écraser le visiteur par sa seule majesté. Les plafonds sont si hauts qu'ils semblent vouloir toucher le ciel, et les pièces si vastes qu'une famille entière pourrait s'y perdre, isolée dans des volumes inhumains. Tout a été pensé pour affirmer une domination, pour projeter une image de stabilité éternelle. Aujourd'hui, ces mêmes dimensions ne font que souligner l'absence, le triomphe de l'espace sur l'homme. Les longs couloirs s'étirent comme les côtes d'un organisme oublié, et les lustres monumentaux, ternis et immobiles, ne reflètent plus l'effet des réceptions fastueuses, mais le vide d'une solitude immense. Le palais, autrefois théâtre du pouvoir, est devenu le gardien silencieux d'un échec. La France de la Troisième République naissante est une nation de paradoxes, hantée par le spectre de la défaite de 1870 et les cendres encore chaudes de la Commune. C'est dans ce terreau de reconstruction nationale et de tension sociale que des domaines comme la Haute-Forêt prennent racine. L'ancienne aristocratie, bien que toujours influente, voit son pouvoir politique et économique s'éroder, tandis qu'une nouvelle classe de bourgeois conquérants, enrichis par la révolution industrielle, cherche à s'imposer. Pour ces nouveaux manias de la finance et de l'acier, l'argent seul ne suffit pas. Ils cherchent la légitimité, la reconnaissance, une forme d'anoblissement par la pierre. Chaque château qu'ils érigent est moins une résidence qu'un manifeste, une tentative audacieuse de réécrire le récit social et d'inscrire leur nom, non dans le sang, mais dans le granit. La Haute-Forêt est donc le produit d'une époque anxieuse, obsédée par la permanence dans un monde en pleine mutation. Les bâtisseurs de ces nouveaux empires, à l'image d'Auguste de Valmont, étaient des hommes d'une trempe particulière. Forgés dans le feu des conseils d'administration et sur les chantiers des chemins de fer, ils appliquaient au monde une logique de conquête. Ils ne voyaient pas la campagne française comme un paysage pastoral, mais comme une toile vierge sur laquelle projeter leur vision de la puissance. Leur ambition était démesurée, mais elle était en phase avec l'esprit d'une nation qui pensait ses plaies par l'innovation et le progrès industriel.
Pour eux, un domaine n'était pas seulement un symbole de richesse personnelle, c'était une contribution au prestige national, la preuve tangible que la France, malgré ses traumatismes, restait une grande puissance. Cet élan bâtisseur était alimenté par une confiance presque aveugle dans le progrès technique et la croissance infinie. Une foi inébranlable que l'avenir leur appartenait et qu'ils pouvaient être façonnés à leur image. L'architecture de l'époque reflétait cette dualité entre la nostalgie d'un ordre ancien et la célébration de la modernité. La Haute-Forêt est un exemple parfait de ce syncrétisme stylistique. Sa silhouette massive emprunte au vocabulaire des châteaux de la Loire et des forteresses médiévales, avec ses tours, ses toits d'ardoise pentus et ses façades en pierre de taille de Bourgogne. Ce choix n'est pas anodin. Il s'agit de s'inventer une histoire, de suggérer une lignée séculaire qui n'existe pas. Mais derrière cette façade historiciste se cache une révolution structurelle. L'utilisation discrète mais essentielle des poutrelles en acier, une innovation popularisée par des ingénieurs comme Gustave Eiffel, permettait des portées plus larges, des fenêtres plus grandes et des volumes intérieurs autrefois inconcevables. Le domaine est ainsi un trompe-l'œil architectural, un monument qui utilise les outils du futur pour imiter la gloire du passé. Une forteresse symbolique dont les remparts sont conçus pour impressionner autant que pour protéger. Au-delà de son esthétique imposante, le véritable luxe de la Haute-Forêt résidait dans ce qui était invisible à l'œil nu. Le domaine était une merveille d'ingénierie domestique, une machine conçue pour offrir un confort absolu et sans précédent. Un système de chauffage central, alimenté par d'imposantes chaudières au charbon situées dans les sous-sols, diffusait une chaleur constante à travers un réseau complexe de canalisation, rendant les hivers supportables pour la première fois dans une demeure de cette taille. L'éclairage au gaz, avec ses centaines de becs, transformait la nuit en jour, permettant une vie sociale qui se prolongeait bien après le crépuscule. Des monte-plats mécaniques et un réseau de sonnettes électriques reliaient les étages nobles au quartier des domestiques, optimisant le service avec une efficacité quasi industrielle. Cette modernité cachée était la signature du nouveau pouvoir, la capacité non seulement d'afficher la richesse, mais aussi de maîtriser la nature et de plier la technologie à sa volonté. Le fonctionnement d'une telle machine reposait sur une armée silencieuse. La vie à la Haute-Forêt était régie par une séparation sociale aussi stricte que les murs qui divisaient la demeure. Les quartiers des maîtres, avec leurs parquets précieux et leurs soieries, ne communiquaient avec le monde du service que par des portes dérobées et des escaliers secrets. En bas, dans les sous-sols et les combles, s'activait une hiérarchie complexe de plusieurs dizaines de personnes. Majordomes, gouvernantes, cuisiniers, valets, femmes de chambre, palefreniers. Chacun avait un rôle défini, un uniforme et des horaires exténuants. Leur présence devait être constante mais imperceptible, leur travail impeccable mais invisible. Ce ballet parfaitement chorégraphié était la condition sine qua non du luxe et de la parenté facilitée de la vie à l'étage. Le domaine n'était pas seulement une maison, c'était un microcosme social, un système rigide où le confort des uns était directement proportionnel à l'effacement et à l'épuisement des autres. Cette démonstration de puissance avait un coût exorbitant, un gouffre financier qui menaçait constamment l'équilibre de la fortune de Valmont. La construction seule avait englouti des sommes colossales, mais c'était l'entretien quotidien qui constituait la véritable hémorragie. Chauffer les volumes immenses, éclairer les centaines de pièces, payer les salaires de la nombreuse domesticité, maintenir les jardins et les écuries, chaque aspect du domaine était une dépense permanente. Or, la fortune qui finançait ce train de vie n'avait pas la solidité des domaines fonciers de l'ancienne aristocratie. Elle reposait sur la spéculation, les investissements risqués et les fluctuations imprévisibles de la bourse de Paris. La Haute-Forêt était un colosse de pierre et de marbre, mais ses fondations financières étaient faites de papier et de promesses. Cette fragilité inhérente, ce décalage fatal entre l'ambition de pérennité et la volatilité des capitaux constituait la faille secrète sur laquelle tout l'édifice avait été bâti. Au cœur de cette saga de pierre et d'ambition se trouve Auguste de Valmont, un homme dont la volonté semble capable de plier le monde à ses désirs. Plus qu'un simple industriel, il est l'incarnation d'une époque qui croit au progrès comme à une religion. Sa discipline est légendaire dans les cercles financiers, sa capacité à anticiper les marchés est presque prophétique. Pourtant, cette rigueur cache une extravagance démesurée. Une obsession pour la postérité qui confine à l'hubris. Pour lui, la Haute-Forêt n'est pas une simple demeure, c'est la matérialisation de son être, un mausolée qu'il construit de son vivant pour s'assurer une forme d'immortalité. Chaque pierre est un argument contre l'oubli, chaque dorure un défi lancé à la vieille noblesse. Son enjeu n'est pas seulement économique, il est existentiel. Il veut prouver que la volonté d'un seul homme peut fonder une dynastie aussi légitime que celle bâtie sur des siècles de lignage. Le domaine est donc le reflet de sa psyché, une façade de solidité ancestrale protégeant un cœur de spéculateur audacieux. À ses côtés, Élise de Valmont joue un rôle plus discret mais tout aussi essentiel. Elle est l'architecte silencieuse de la vie sociale du domaine, la gardienne des apparences et de la fragile respectabilité de la famille.
D'une élégance naturelle et d'un pragmatisme hérité d'une bourgeoisie moins flamboyante, elle comprend mieux que quiconque la précarité de leur fortune. Alors que son mari voit dans la Haute-Forêt un triomphe, elle y perçoit un danger, un monstre de pierre dont l'appétit financier menace d'engloutir tout ce qu'il possède. Son enjeu est la survie de sa famille, la protection de ses enfants contre les conséquences de l'orgueil paternel. Chaque réception qu'elle organise est une performance, chaque sourire une dissimulation de son anxiété croissante. Elle est la conscience du projet, la voix de la raison noyée dans le bruit des marteaux et des ambitions. Son drame est celui d'une femme qui doit maintenir le lustre d'un rêve dont elle craint qu'il ne se transforme en cauchemar. Les héritiers, Charles et Adèle, grandissent dans l'ombre écrasante de ce monument. Pour eux, la Haute-Forêt n'est pas un foyer, mais un musée dont ils sont les jeunes conservateurs malgré eux. Nés pour incarner la continuité de la dynastie, ils portent le poids d'un destin qui n'est pas le leur. Charles, le fils aîné, est un jeune homme sensible et rêveur, plus attiré par la poésie que par les bilans comptables, et terrifié par l'idée de devoir succéder à un père aussi monumental. Adèle, sa sœur, possède le pragmatisme de sa mère, mais se sent prisonnière des conventions sociales qui la destinent à un mariage d'alliance plutôt qu'à un rôle actif. Leur enjeu est de trouver leur propre identité dans un décor conçu pour la gloire d'un autre. Les couloirs immenses ne sont que le reflet de leur solitude, et les salles de réception fastueuses, le théâtre de leur jeunesse sacrifiée sur l'autel de l'ambition familiale. Ils sont les premières victimes du rêve de leur père. L'homme qui a donné forme au rêve de Valmont est Jean-Claude Dubois, un architecte au talent immense et à l'ambition tout aussi dévorante. Jeune prodige de sa génération, il a vu dans le projet de la Haute-Forêt l'opportunité d'une vie, celle de créer une œuvre totale, un manifeste architectural qui marquerait son époque. Dubois n'est pas un simple exécutant, il est le complice intellectuel de Valmont. Il comprend l'obsession de son client pour le symbole et la traduit dans un langage de pierre, de fer et de verre. Son enjeu est la gloire professionnelle, l'inscription de son nom au panthéon des grands bâtisseurs. Il pousse l'innovation à ses limites, intégrant des structures en acier pour créer des volumes inédits et des systèmes de confort révolutionnaires, tout en habillant le tout d'un style historiciste grandiose. Mais en flattant d'ego de son mécène, en validant chaque dépense extravagante, il devient co-responsable de la démesure financière qui finira par menacer l'édifice tout entier. Le domaine des Valmont n'existe pas dans un vide social, il est un bastion assiégé par des forces rivales. D'un côté, l'ancienne aristocratie, dont le pouvoir décline mais dont le mépris reste intact. Depuis leurs hôtels particuliers parisiens ou leurs châteaux séculaires, ils observent cette construction ostentatoire avec une condescendance amusée, la qualifiant de palais de parvenus. Pour eux, la légitimité ne s'achète pas, elle s'hérite. De l'autre côté, une menace bien plus concrète, les autres magnats de l'industrie et de la finance, des hommes aussi impitoyables qu'Auguste de Valmont. Dans l'arène de la bourse, des figures comme Émile Corbin ne sont pas des concurrents mais des prédateurs. Ils attendent le moindre signe de faiblesse, la moindre erreur stratégique pour fondre sur leur poids. L'enjeu pour ces rivales est double, freiner l'ascension d'un concurrent et réaffirmer leur propre position dans un jeu social où chaque chute spectaculaire renforce le pouvoir de ceux qui restent debout. Enfin, il y a l'antagoniste le plus redoutable, car il est invisible et insidieux, le coût de fonctionnement du domaine. C'est une force implacable, un gouffre qui dévore les profits de Valmont aussi vite qu'il les génère. Chaque tonne de charbon brûlé dans les chaudières, chaque salaire versé à la centaine de domestiques, chaque réparation nécessaire à l'entretien de la façade monumentale est une hémorragie financière. Cet antagoniste ne dort jamais. Il est inscrit dans les plans même de l'architecte, dans chaque mètre cube d'espace à chauffer, dans chaque lustre à nettoyer. L'enjeu pour la famille de Valmont n'est plus seulement de prospérer, mais de survivre à sa propre création. La Haute-Forêt, symbole de richesse, devient paradoxalement la source de son appauvrissement. Le rêve de Pierre se révèle être une créature vivante et affamée, dont l'appétit menace de consumer la fortune et l'avenir de son propre créateur, préparant lentement le terrain pour l'effondrement à venir. Le projet de la Haute-Forêt n'était pas simplement architectural, il était métaphysique. Auguste de Valmont ne cherchait pas à construire une demeure, mais à ériger un argument contre le temps lui-même. Son ambition était de créer un monument si parfait, si écrasant de beauté et de solidité, qu'il forcerait la postérité à se souvenir de son nom. Chaque décision, depuis le choix du site, isolé et dominant la vallée, jusqu'à l'orientation de la façade principale pour capter la lumière du couchant, relevait d'une quête d'immortalité. C'était un défi lancé à la fragilité de sa propre condition de parvenu. Il voulait prouver qu'une dynastie pouvait être fondée non par le sang, mais par la seule force de la volonté, et que la pierre, si elle était choisie avec soin et assemblée avec génie, pouvait conférer la noblesse que l'histoire lui avait refusée. Le domaine était le socle idéologique sur lequel reposait toute sa vision du monde, un univers où le mérite et l'audace pouvaient triompher de l'héritage. Le concept architectural qui définit la Haute-Forêt est celui du secret et de la dualité. Derrière une façade néo-renaissance d'une symétrie parfaite, conçue pour évoquer l'ordre et la permanence des châteaux de la Loire, se cache une machine industrielle d'une complexité inouïe. L'architecte Jean-Claude Dubois a imaginé un double bâtiment, une enveloppe de pierre visible, célébrant le passé, et un squelette de fer et de technologie invisible tourné vers l'avenir.
Des couloirs de service dissimulés dans l'épaisseur des murs permettaient aux domestiques de se déplacer sans jamais être vus, créant l'illusion d'un confort magique et sans effort. Ce réseau secret, véritable système nerveux de la demeure, était le symbole de la supercherie fondamentale du projet, afficher la grâce de l'aristocratie tout en s'appuyant sur la puissance brute de l'ingénierie industrielle. La haute forêt n'était pas un château, mais un théâtre dont la machinerie devait rester à jamais cachée aux yeux du public. Cette ambition démesurée se heurta dès le départ à des barrières émotionnelles et familiales. Pour Élise de Valmont, chaque nouvelle dépense, chaque plan plus grandiose que le précédent, était une source d'angoisse. Elle voyait le domaine non pas comme un triomphe, mais comme une créature insatiable qui dévorait leur fortune et mettait en péril l'avenir de leurs enfants. Les discussions sur le projet devinrent un champ de bataille silencieux, un antagonisme sourd entre l'hubris de son mari et son propre pragmatisme. Les enfants, Charles et Adèle, grandissaient dans un chantier permanent, puis dans un palais si formel et immense qu'il interdisait toute intimité. Les volumes titanesques, conçus pour l'émerveillement des invités, se muaient en un décor écrasant pour la vie quotidienne, transformant la cellule familiale en une collection d'individus solitaires perdus dans des salles trop vastes. La construction du symbole de la dynastie se faisait au prix de la destruction silencieuse de la famille elle-même. Sur le plan technique et financier, la construction relevait de l'impossible. Le choix d'un site isolé, bien que symboliquement puissant, créa des cauchemars logistiques. Acheminer des tonnes de pierres de taille de Bourgogne, de marbre d'Italie et de bois exotiques sur des routes de campagne à peine carrossables nécessitait la construction d'une voie de chemin de fer temporaire, un projet en soi qui fit exploser le budget initial. Valmont exigeait une perfection artisanale absolue, faisant appel à des corporations de métiers presque disparues, dont les tarifs étaient exorbitants. Chaque élément, des sculptures des façades aux ferronneries des balcons, était une pièce unique. Cette obsession du détail, si elle garantissait la beauté de l'œuvre, transformait le chantier en un gouffre financier. Les registres de comptes de l'époque témoignent d'une hémorragie constante de capitaux, une fuite en avant où chaque étape de la construction était financée par de nouveaux paris spéculatifs, rendant les édifices de plus en plus vulnérables aux soubresauts de la bourse. La société de l'époque observait cette construction avec un mélange de fascination et de mépris. Pour l'ancienne aristocratie, la haute forêt était l'économie du mauvais goût de la nouvelle bourgeoisie, une tentative grossière d'acheter une légitimité que seul le temps pouvait accorder. Dans les salons parisiens, on raillait le château du roi du chemin de fer, un monument à la vanité plutôt qu'au lignage. Simultanément, les rivaux de Valmont dans le monde de la finance, comme Émile Corbin, voyaient dans ce projet pharaonique le symptôme d'une faiblesse. Ils comprenaient que Valmont immobilisait une partie dangereuse de sa fortune liquide dans la pierre, s'exposant ainsi à la moindre crise de liquidité. Le domaine, conçu comme une forteresse, devant une cible. Chaque réception fastueuse, chaque article de presse louant sa splendeur, ne faisait qu'attiser la jalousie et aiguiser l'appétit des prédateurs qui attendaient le moment propice pour frapper. Ainsi, dès sa conception, la haute forêt portait en elle le germe de sa propre chute. Chaque décision prise au nom de la grandeur et de la permanence contribuait à sa fragilité intrinsèque. L'isolement qui devait garantir sa majesté compliquait sa construction et son entretien. La technologie de pointe qui assurait son confort représentait une charge financière insoutenable. La perfection esthétique qui devait asseoir sa légende reposait sur une fortune volatile. Le domaine était une contradiction faite pierre, une tentative de figer le succès dans un monde économique en mouvement perpétuel. C'était une machine magnifique, conçue pour produire du prestige, mais dont le fonctionnement exigeait plus de carburant financier que son créateur ne pourrait jamais en fournir durablement. Chaque pierre posée n'était pas un pas vers l'éternité, mais un pas de plus vers le précipice. Au zénith de sa gloire, la haute forêt fonctionne comme une horlogerie de précision, un organisme vivant dont les rythmes sont dictés par le soleil et les exigences de ses maîtres. Chaque matin, avant même que la première lueur ne touche les vitraux de la chapelle privée, la machine s'ébranle dans les profondeurs du domaine. Le bruit sourd du charbon pelleté dans les chaudières résonne dans les sous-sols, promesse d'une chaleur qui montera lentement vers les étages nobles. Tandis qu'Auguste de Valmont s'éveille dans le silence feutré de sa chambre, une armée invisible est déjà à l'œuvre. Le son des sonnettes électriques, un réseau complexe liant chaque pièce aux offices, est le pouls de cette vie domestique. Une pression du doigt à l'étage déclenche une course silencieuse dans les couloirs de service. Un ballet parfaitement orchestré où chaque seconde est comptée et où la moindre erreur peut briser l'illusion d'un confort sans effort. C'est le triomphe de l'organisation, la matérialisation d'un ordre social où le travail des uns garantit l'oisiveté des autres. Pour Auguste de Valmont, ces rituels sont la confirmation de sa réussite. Depuis son bureau lambrissé de chêne qui surplombe les jardins à la française, il contemple son œuvre. Il ne voit pas la sueur ni l'épuisement, mais la perfection du résultat. Les pelouses impeccables, le scintillement des cuivres, le silence respectueux qui règne dans la demeure. Il perçoit le domaine non comme une dépense, mais comme un investissement dans la postérité, l'actif le plus précieux de son empire. Pourtant, sur son bureau, entre les plans d'une nouvelle aile pour les écuries et les invitations aux chasses à courre, s'accumulaient les dépêches de la bourse. Il les lit d'un œil distrait, balayant d'un revers de main les avertissements de ses conseillers sur la volatilité du marché. Grisé par sa propre création, il est devenu sourd aux murmures du monde extérieur. Convaincu que les murs de pierre qu'il a érigés le protègent non seulement des intempéries, mais aussi des fluctuations capricieuses de la fortune. Dans les entrailles de la demeure, la réalité est moins poétique. Les couloirs de service, étroits et nus, s'étirent sur des kilomètres comme les veines cachées d'un organisme dont seule la peau dorée est visible. Ici, l'air est lourd de l'odeur de savon de Marseille des buanderies et de la chaleur des fourneaux. La journée d'une femme de chambre commence à 5 heures du matin et s'achève tard dans la nuit, après avoir parcouru l'équivalent d'un semi-marathon entre les étages. La fatigue est une compagne constante, un poids qui s'accumule dans les corps.
Sous la direction inflexible du majordome, le moindre manquement à l'étiquette est sanctionné. Des tensions couvent sous la surface de cette discipline de fer, des rivalités entre départements, des griefs tuent contre la dureté des conditions. La première fissure n'est pas dans la pierre, mais dans le moral du personnel, lorsque des rumeurs de retard de paiement commencent à circuler, un sacrilège dans une maison de ce rang. Le soir venu, la façade sociale reprend ses droits. Les grandes réceptions sont le point d'angle de la vie à la Haute-Forêt, des spectacles opulents où se joue le destin des Valmont. Sous la lumière crue des milliers de becs de gaz des lustres monumentaux qui scintillent comme des constellations captives, se presse le tout Paris de la finance et de la politique. Élise de Valmont, maîtresse de cérémonie parfaite, navigue avec une grâce étudiée entre les invités, son sourire dissimulant une anxiété permanente face au coût extravagant de ses soirées. Chaque bouteille de champagne sabrée, chaque plat exotique servi, creuse un peu plus le déficit que son mari refuse de voir. Dans un coin du salon, le regard acéré d'Émile Corbin, le grand rival de Valmont, analyse la scène. Il ne voit pas une fête, mais une démonstration de faiblesse, une hémorragie de capitaux qui lui indique que sa proie, bientôt, sera à sa merci. Le domaine est une créature à l'appétit insatiable. Ces artères financières qui prennent leur source dans les bureaux de la Banque de Valmont à Paris doivent pomper sans cesse des flots de liquidités pour le maintenir en vie. Les registres comptables tenus par un intendant dévoué racontent une histoire que personne à l'étage ne veut entendre. Des pages entières sont consacrées à l'achat de charbon pour l'hiver, une dépense qui équivaut au budget annuel de plusieurs villages. S'y ajoutent les salaires de près de 100 employés, l'entretien des toitures en ardoise qui s'étendent sur des milliers de mètres carrés et le coût des denrées de luxe importées de tout l'empire colonial. Pour couvrir ses frais courants, Valmont est contraint de prendre des décisions de plus en plus risquées, engageant des parts de sa fortune dans des spéculations audacieuses. Il vend secrètement des actifs solides pour financer le faste, un pari dangereux qui fragilise les fondations mêmes de son empire. Loin de l'agitation des salles de réception, le silence des ailes privées est lourd de secrets. Pour les enfants, Charles et Adèle, les couloirs dorés sont ceux d'une prison. Élevés pour être les héritiers d'une dynastie, ils étouffent sous le poids des attentes. Charles, réfugié dans la poésie, ne trouve aucun réconfort dans cette grandeur matérielle, qui ne fait que souligner le vide affectif laissé par un père obsédé par ses affaires. Dans une aile inoccupée du château, une infiltration d'eau a commencé à tacher une tapisserie d'Aubusson. Le personnel l'a signalé, mais la réparation a été jugée non prioritaire, les fonds étant réservés à la rénovation de la salle de bal. Ce détail, anodin en apparence, est un symptôme. C'est la première capitulation de la structure face aux contraintes financières, le premier signe que l'entretien de l'illusion a désormais préséance sur la préservation de la réalité. Les saisons imposent leur propre tyrannie au domaine. L'été est une apothéose de couleurs et de parfums, lorsque les jardins rivalisent de perfection et que la vie s'écoule au rythme des parties de croquet et des promenades au bord de l'étang. Mais c'est une beauté coûteuse, entretenue par une armée de jardiniers. L'automne apporte une mélancolie dorée, mais aussi les premières pluies qui testent l'étanchéité des toits et des innombrables fenêtres. C'est en hiver, cependant, que le domaine révèle sa nature de monstre énergivore. Lorsque la neige recouvre le parc d'un linceul blanc, les chaudières doivent tourner à plein régime, dévorant des tonnes de charbon chaque semaine, simplement pour maintenir une température supportable dans une poignée de pièces. Les premières feuilles mortes qui s'accrochent aux marches de marbre du perron et que les valets s'empressent de balayer sont comme une métaphore de la décadence qui s'annonce, inévitable et silencieuse. Pourtant, malgré ces signes avant-coureurs, l'illusion de la permanence demeure. Un soir, debout sur le balcon de sa chambre, Auguste de Valmont contemple son royaume endormi sous la lune. Le silence est total, la bâtisse semble respirer la force et l'éternité. Il a plié la nature à sa volonté, il a gravé son nom dans la pierre. Il se sent invincible, à l'abri du temps et des hommes. Mais à Paris, ce soir-là, dans les cercles feutrés de la haute finance, des rumeurs d'une attaque coordonnée contre les titres de l'Union générale prennent corps. La machine qui broiera sa fortune est déjà en marche, invisible et implacable. Les lustres de la Haute-Forêt qui brillent encore de tout leur feu ne reflètent plus une puissance ascendante, mais une fortune sur le point de s'éteindre, un éclat magnifique juste avant l'obscurité. La perfection est une illusion, et celle de la Haute-Forêt commença à se fissurer, non pas dans ses murs de pierre, mais dans les colonnes de chiffres qui soutenaient son existence. Les premières secousses furent discrètes, presque imperceptibles pour le monde extérieur. Elles prirent la forme de dépêches télégraphiques de plus en plus fréquentes, livrées à des heures inhabituelles par un messager au visage grave. Auguste de Valmont, autrefois si présent et dominateur, se retira dans le sanctuaire de son bureau, dont la porte restait désormais close pendant de longues heures. Sa confiance, qui semblait aussi inébranlable que le granit de sa demeure, laissa place à une agitation intérieure, une tension qui se lisait dans son pas plus rapide et son regard perdu dans le vague. Élise, son épouse, fut la première à sentir ce changement, ce froid qui n'avait rien à voir avec la température des immenses couloirs. La tension financière, d'abord confinée au bureau,
s'infiltra insidieusement dans la vie quotidienne du domaine. Les dîners de famille, autrefois des rituels formels mais sereins, devinrent des épreuves silencieuses. Les conversations s'éteignaient, laissant place au seul cliquetis des couleurs sur la porcelaine. Valmont, absorbé par des calculs mentaux, répondait à peine aux questions de ses enfants, Charles et Adèle, qui sentaient l'angoisse paternelle sans en comprendre la cause. Le poids des non-dits s'installait à table, plus lourd que les lustres de cristal suspendus au-dessus de leur tête. Le palais, conçu pour être un havre de paix et une célébration de la réussite, devenait le théâtre d'une angoisse partagée et muette. Le rêve commençait à avoir le goût amer de la responsabilité, et la solitude de chaque membre de la famille se creusait dans les vastes salles à manger. Puis vinrent les premiers renoncements, ces petites capitulations qui signalaient une fissure dans l'armure sociale. Une invitation au bal annuel du duc de Morny, l'un des événements les plus prisés de la saison parisienne, fut déclinée sous un prétexte de santé fragile. La décision, incompréhensible pour l'entourage, fit naître les premières rumeurs dans les salons. Les visites à la Haute-Forêt se raréfièrent, les alliés d'hier devenant soudainement plus distants. Le flot ininterrompu de calèches gravissant l'allée principale se tarit, laissant le domaine dans un silence inhabituel. Conçu comme une scène ouverte sur le monde, il se refermait sur lui-même, devenant une forteresse isolée. Pour Valmont, chaque invitation qui cessait d'arriver était un affront. La preuve que sa légitimité, si chèrement acquise, était aussi volatile que les actions sur lesquelles reposait sa fortune. L'onde de choc atteignit ensuite les fondations humaines de la demeure. Pour la première fois depuis son inauguration, le paiement des salaires de la centaine de domestiques fut retardé de quelques jours. L'incident fut rapidement corrigé, accompagné d'excuses de l'intendant, mais le mal était fait. Le pacte de confiance, qui garantissait une loyauté absolue en échange d'une stabilité sans faille, était rompu. Dans les cuisines et les dortoirs du personnel, le respect laissa place à l'inquiétude, puis au ressentiment. Le balai parfaitement huilé du service perdit sa fluidité. Des gestes devinrent plus lents, des regards plus insistants. Cette fissure interne, invisible depuis les salons dorés, était peut-être la plus dangereuse, car elle menaçait de paralyser l'organisme même qui donnait vie à l'illusion de perfection et de facilité. La machine commençait à grincer. La première confrontation directe entre Auguste et Élise devint inévitable. Ayant intercepté une lettre d'un créancier dont le ton était devenu menaçant, elle le rejoignit un soir dans la bibliothèque. Face à son anxiété, la façade de contrôle de Valmont se brisa. Il avoua une partie de la vérité. Des tensions de trésorerie dues à des manœuvres hostiles de rivaux, comme Émile Corbin. Il la rassura, lui promit que la situation était temporaire, que sa stratégie finirait par payer. Mais ces mots, censés apaiser, ne firent qu'amplifier les craintes d'Élise. Elle comprit que l'homme qui avait bâti un empire de pierre était en train de perdre pied sur le terrain mouvant de la spéculation. Le mensonge par omission et la fausse confiance avaient érodé non seulement leur fortune, mais aussi l'intimité de leur couple, laissant chacun seul face au désastre imminent. La fracture devint enfin visible, physique. Dans un effort désespéré pour réduire les coûts exorbitants, Valmont prit une décision d'une portée symbolique immense. Il ordonna la fermeture de l'aile ouest du domaine pour l'hiver. Les somptueuses suites d'invités, le jardin d'hiver avec ses plantes exotiques, la galerie de peinture, tout fut plongé dans l'obscurité et recouvert de draps blancs. Les meubles devinrent des fantômes sous leur linceul de toile, et la poussière commençait à s'accumuler sur les parquets autrefois impeccables. Cet acte, présenté comme une mesure de saine gestion, était en réalité un aveu de défaite. Le rêve d'expansion et de grandeur cédait la place à une logique de contraction et de survie. La Haute-Forêt, conçue pour s'étendre et éblouir, commençait à se rétracter sur elle-même, comme un organisme vivant se préparant à mourir. Le séisme financier se propagea depuis Paris avec la vitesse du télégraphe. Janvier 1882. La déflagration du krach de l'Union Générale, une manœuvre spéculative orchestrée dans l'ombre par des rivaux comme Émile Corbin, pulvérise en quelques heures des fortunes que l'on croyait invulnérables. Tandis que la panique s'empare du palais Brongniart et que des hommes ruinés courent dans les rues, une onde de choc invisible traverse la campagne pour venir frapper aux portes de la Haute-Forêt. Le domaine, conçu comme une citadelle imprégnable, est protégé du vent et de la pluie, mais pas des nouvelles qui voyagent sur les fils de cuivre. Dans le silence ouaté de la bibliothèque, le crépitement de l'appareil télégraphique sonne comme un glas, annonçant que le monde extérieur, si longtemps tenu à distance, vient réclamer son dû. La forteresse de pierre ne peut rien contre une attaque menée avec du papier et de l'encre. Le message arrive sur une fine bande de papier, porté par un valet au visage impassible qui ignore qu'il tente à son maître son arrêt de mort financier. Auguste de Valmont déplie la dépêche. La caméra reste fixée sur son visage, observant la lente succession des émotions qui le traversent. D'abord l'incrédulité, les yeux relisant les mêmes mots, cherchant une erreur, une issue. Puis la compréhension froide, brutale, qui efface toute couleur de ses joues. Enfin, un vide immense, un effondrement intérieur si total qu'il en devient silencieux. Il ne crie pas, il ne brise rien. Il se fige, comme si la force vitale se retirait de son corps, le laissant n'être plus qu'une statue de lui-même. Il pose lentement le télégramme sur le bureau en marqueterie, le geste final d'un roi qui abdique. En l'espace de quelques secondes, sa fortune n'existait plus. L'Empire était tombé.
Il se lève et marche, sans but, à travers les salles de sa création. Les couloirs immenses, autrefois symboles de son pouvoir d'expansion, s'étirent maintenant comme les couloirs d'une prison. La lumière blafarde de l'hiver, filtrant à travers les hautes fenêtres, se pose sur les dorures, les marbres et les soieries, mais ces richesses ne lui appartiennent plus. Elles sont les témoins muets de sa démesure, des accusateurs silencieux. Chaque objet d'art, chaque meuble précieux semble le narguer, lui rappelant le coup de son orgueil. Le domaine qui devait être le berceau de sa dynastie devient le mausolée de son ambition. Il n'est plus le maître des lieux, mais son premier fantôme, condamné à errer dans le décor monumental de son propre échec. Un homme écrasé par le poids de la pierre qu'il a lui-même assemblée. L'onde de choc se propage ensuite aux fondations humaines du domaine. La nouvelle de la ruine, d'abord un murmure dans les offices, devient une certitude lorsque l'intendant annonce que les salaires ne peuvent plus être payés. Le balai parfaitement réglé de la domesticité s'arrête net. Les sonnettes électriques restent silencieuses. Dans les cuisines, les feux s'éteignent. Le silence qui s'installe dans les couloirs de service n'est plus celui de la discipline, mais celui de la faim. En quelques jours, un exode silencieux commence. Valets, femmes de chambre, cuisiniers, palefreniers, tous ceux qui formaient le système nerveux de la demeure font leur maigre bagage et partent, laissant derrière eux des pièces vides et des lits froids. La grande machine s'est arrêtée, paralysée par le gel de la faillite. Le luxe n'était qu'une illusion entretenue par un travail incessant. Sans lui, le palais n'est plus qu'une coquille froide. La famille se retrouve prisonnière de ce sarcophage doré. Les dîners dans l'immense salle à manger deviennent des épreuves insoutenables, où le cliquetis découvert sur la porcelaine est le seul son qui brise un silence de mort. Auguste, Élise, Charles et Adèle sont assis à des lieues les uns des autres, séparés par une table trop grande et par l'abîme du désastre. Pour Élise, c'est la confirmation de ses pires craintes, la concrétisation du cauchemar qu'elle sentait venir. Pour les enfants, c'est la fin brutale d'une jeunesse sacrifiée, la révélation que le socle sur lequel leur vie a été construite n'était qu'une illusion. Ils ne sont plus les héritiers d'un empire, mais les survivants d'un naufrage. La Haute-Forêt, conçue pour les unir dans la gloire, les isole dans la honte. Chaque membre de la famille muré dans sa propre solitude, face à un avenir anéanti. La chute de Valmont devient une fable morale pour une époque obsédée par l'argent et le progrès. Son histoire est racontée dans les journaux et les salons comme un avertissement contre l'hubris, la preuve que les nouvelles fortunes industrielles, aussi spectaculaires soient-elles, reposent sur des fondations fragiles. Il mourra quelques années plus tard, un homme brisé, n'ayant profité que d'une poignée de saisons dans le palais qu'il avait bâti pour l'éternité. Le créateur a été balayé par l'histoire, mais sa création, elle, demeure. Le domaine, vidé de son but et de son âme, reste debout, témoin indifférent de la tragédie. L'homme qui voulait défier le temps fut vaincu par un instant. Sa prison de pierre, elle, était désormais prête à traverser les siècles. La liquidation du domaine fut un spectacle public, une dissection méthodique du rêve d'Auguste de Valmont, menée à la lueur froide des expertises. Dans le grand hall, où se pressait autrefois le tout Paris, des commissaires-priseurs à la voix neutre firent défiler les fragments d'une vie. Chaque objet, du service en porcelaine de Sèvres aux tapisseries flamandes, fut étiqueté, numéroté et adjugé au plus offrant. Les meubles qui avaient meublé l'intimité familiale, les tableaux qui avaient recueilli les regards silencieux, tout fut dispersé aux quatre vents, emportant avec eux les derniers vestiges de la présence des Valmont. La honte de la famille se mesurait au bruit sec du marteau qui tombait, encore et encore, scellant la fin d'une dynastie avant même qu'elle n'ait pu commencer. Le palais, vidé de sa substance, n'était plus qu'une carcasse architecturale, une coquille magnifique dépouillée de son histoire et de son âme, offerte à un avenir incertain. Le domaine, racheté pour une fraction de son coût par une autre famille d'industriels, les Dubois, connus à sursis précaire. Ils tentèrent pendant près d'un demi-siècle de maintenir l'illusion de la grandeur passée. Mais le monde qui avait donné naissance à la Haute-Forêt disparaissait. Les deux guerres mondiales, la crise de 1929 et l'avènement d'une société nouvelle rendaient un tel train de vie non seulement impossible, mais obsolète. Le domaine devint un anachronisme, un géant de pierre échoué sur les rives d'un siècle qui ne comprenait plus son langage. Les pièces furent fermées les unes après les autres, les jardins à la française retournèrent lentement à l'état sauvage, et la poussière s'installa comme un linceul sur les balustrades inutilisées. Le colosse architectural, conçu pour dominer le paysage, commençait un long et silencieux dialogue avec l'oubli, sa dégradation progressive reflétant le déclin d'une classe sociale et d'une vision du monde révolue. Après le départ des derniers occupants dans les années 1950, l'abandon fut total. La Haute-Forêt entra dans ses années les plus sombres, devenant une ruine romantique et dangereuse, une légende murmurée dans les villages voisins. La nature reprit ses droits avec une patience implacable, le lierre escaladant les façades sculptées, les racines des arbres soulevant les dalles des terrasses. Les vitraux furent brisés par des vandales, leurs éclats de couleur jonchant le sol comme des larmes de verre. Les murs de marbre, autrefois immaculés, se couvrirent de graffitis, cicatrices vulgaires sur une peau de pierre. Le vent s'engouffrait dans les couloirs vides, produisant une plainte continue, comme si le bâtiment lui-même pleurait sa propre déchéance. La forteresse contre l'oubli était devenue la proie du temps et de l'indifférence des hommes, un squelette magnifique dont la solitude n'était troublée que par les explorateurs clandestins et les fantômes de sa splendeur perdue. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que le regard sur la Haute-Forêt changea. Des historiens de l'art et des associations de sauvegarde du patrimoine redécouvrirent ce géant endormi, y voyant non plus le symbole d'une folie individuelle, mais un témoignage exceptionnel de l'architecture et de l'ingénierie du XIXe siècle.
Le nom de Valmont n'était plus qu'une note de bas de page dans les archives, son ambition personnelle effacée par l'importance historique de sa création. Un long débat s'engagea alors sur le sort du domaine. Fallait-il le laisser mourir dignement ou tenter une résurrection coûteuse et incertaine? Le bâtiment, sauvé de la démolition par un classement in extremis au titre des monuments historiques, devint un enjeu national, le symbole de la difficile relation qu'entretient la France avec son passé industriel, un héritage aussi spectaculaire que lourd à porter. La décision fut celle du compromis. Une restauration partielle, financée par l'État et des mécènes privés, fut entreprise, se concentrant sur la consolidation de la structure et la remise en état des pièces les plus emblématiques. L'aile ouest, trop endommagée, fut laissée en l'état, ses ruines stabilisées devenant un jardin romantique, un memento mori architectural. Le domaine fut transformé en un lieu culturel, un musée dédié à l'art de vivre et aux innovations de la Belle Époque. Aujourd'hui, les visiteurs déambulent dans les salons restaurés, admirant la perfection des boiseries et l'éclat retrouvé des dorures. Mais en passant une porte, ils pénètrent dans les halles figées par le temps, où les murs nus et les plafonds éventrés racontent une autre histoire, celle de la chute. Le bâtiment est sauvé, mais son âme a été transformée. Il n'est plus une maison, mais une leçon d'histoire, un objet d'étude dont la beauté est désormais inséparable de la mélancolie de sa ruine. La Haute-Forêt se dresse aujourd'hui comme un paradoxe de pierre. Bâtie pour immortaliser le nom d'un homme et fonder une dynastie, elle a survécu en devenant un monument anonyme à la gloire et à la fragilité d'une époque tout entière. L'ambition démesurée d'Auguste de Valmont a été vaincue, mais sa création lui a survécu, portant un message qu'il n'avait jamais voulu transmettre, celui de l'impermanence de la fortune et de la vanité des empires bâtis par un seul homme. Le domaine n'est plus le symbole d'une réussite personnelle, mais le miroir d'une société obsédée par le progrès, dont il incarne à la fois le génie et l'hubris. C'est le testament silencieux d'un rêve de pierre qui, en défiant le temps, a fini par raconter l'histoire universelle de toute ambition humaine face à l'inévitable passage des heures. Découvrez les histoires qui se cachent derrière les murs de nos monuments nationaux.